Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 11 avril, l'hebdomadaire Paris Match a publié une longue enquête sur les violences sexuelles dans le secteur hospitalier. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, de nombreuses victimes ont raconté ce qu'elles avaient subi sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Un mouvement surnommé le MeToo à l'hôpital et dont le Parisien a parlé à plusieurs reprises. Le samedi 4 mai, nous avons notamment publié un dossier sur des violences sexuelles commises au bloc opératoire en marge d'opérations chirurgicales. Code Source fait le point sur ce sujet aujourd'hui avec Nicolas Béraud, journaliste au Parisien, spécialiste santé. Nicolas Béraud, le 26 janvier 2023, vous parlez dans Le Parisien des fresques des salles de garde dans les hôpitaux. D'abord, de quoi s'agit-il ? Ce sont des grandes peintures au mur où on voit des hommes, des femmes, beaucoup de femmes qui sont souvent ou quasiment toujours dénudées et dans des scènes pornographiques, des scènes érotiques, des scènes parfois assez obscènes et ça peut prendre des mètres entiers de murs. Depuis quand est-ce que ça existe et d'où vient cette tradition ? Alors cette tradition est apparue à partir du 19e siècle au début pour les étudiants en médecine qui avaient du coup un métier et des études assez dures. Leur soupape était à la fois de faire des fêtes, de chanter des chansons paillardes et de dessiner ce genre de fresques dans les salles de garde. Et petit à petit, au fil des décennies, notamment au XXe siècle, ces fresques ont servi à illustrer ce qui était chanté justement dans ces chansons paillardes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces fresques dites érotiques ou pornographiques qui appartiennent, d'après les étudiants, à la culture carabine. Un carabin, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un étudiant en médecine. Ce jour-là, donc le 26 janvier 2023, dans Le Parisien, vous expliquez que le ministère de la Santé a décidé d'interdire les fresques de salles de garde à connotation sexuelle, décision prise quelques jours plus tôt, le 17 janvier. Oui, alors tout part d'une instruction ministérielle du ministère de la Santé qui demande aux établissements de faire retirer ces fresques en application d'une politique de tolérance zéro contre les violences sexistes et sexuelles. C'est une décision qui a été prise à la suite de plusieurs polémiques, notamment en 2015, il y a une fresque dans une salle de garde de l'hôpital de Clermont-Ferrand qui a fait très polémique parce qu'on y voyait ce que certains assimilaient à une scène de viol collectif. À Toulouse, en 2021, le tribunal a fini par ordonner l'effacement de certaines fresques, donc le sujet commençait à prendre de l'ampleur, il y avait différentes polémiques et c'est dans ce contexte que le ministère a demandé aux établissements, en lien avec les associations d'internes, de faire retirer ces fresques et en précisant bien que si aucun accord n'était trouvé, le directeur général de l'agence régionale de santé aurait le pouvoir d'ordonner l'effacement de ces fresques. Nicolas Béraud, le mouvement MeToo a explosé aux États-Unis quand les agressions sexuelles commises par le producteur de cinéma Harvey Weinstein ont été révélées. C'était en 2007. En France, il n'y a pas eu, jusqu'à ce printemps 2024, de mouvement MeToo à l'hôpital, alors que beaucoup de secteurs professionnels ont connu ce mouvement de libération de la parole. Il y a eu le cinéma, évidemment, c'est par là qu'est arrivé ce mouvement MeToo venu des États-Unis, mais il y a aussi eu des histoires en politique, dans d'autres secteurs de la culture. Mais c'est vrai que dans le monde médical, il y a eu parfois quelques témoignages, mais il n'y a pas eu de gros mouvements de libération de la parole. Et pourtant, l'hôpital est un lieu de travail et aussi un lieu de vie qui peut se prêter à des dérives. Pourquoi, Nicolas Béraud ? Alors l'hôpital et même le monde médical dans son ensemble, déjà en raison de cette culture carabine dont on a parlé, des étudiants en médecine qui baignent un petit peu dans un univers parfois de débauche. Alors les étudiants en médecine disent qu'ils ont besoin comme ça de ce genre de soupape parce que c'est vrai qu'ils sont confrontés à la mort au quotidien, donc ils ont un métier qui est particulièrement complexe de ce point de vue-là. Mais il y a aussi à l'hôpital de grands rapports de force, beaucoup de domination, notamment entre les chefs de service qui sont souvent et surtout à une époque des hommes et les internes et les infirmières. C'est aussi un lieu parfois très cloisonné où quand on est interne, on peut passer ses journées, ses nuits en faisant des gardes à l'hôpital, dans des petits endroits où on dort à l'hôpital. Donc ça peut aussi entraîner ce genre d'abus. Il y a des femmes qui ont raconté avoir été réveillées pendant leur nuit de garde par d'autres internes ou d'autres médecins au sein même de l'hôpital. Et puis il peut aussi y avoir des abus de professionnels de santé vis-à-vis de patientes. Et là c'est pareil, il peut y avoir des rapports de domination entre d'un côté le médecin vis-à-vis de ses patientes.
En 2021, l'Association nationale des étudiants en médecine de France a fait une enquête sur les violences sexuelles et sexistes pendant le cursus universitaire des futurs soignants. Donc elle a interrogé environ 4000 étudiants en médecine et c'est vrai que les résultats sont assez éloquents parce que la moitié des femmes disent avoir reçu des remarques sexistes pendant leur stage, plus d'un tiers disent avoir été harcelées et il y en a même 6%, donc c'est pas rien, qui disent avoir été agressées sexuellement. En mai 2023, une association féministe du secteur de la santé qui s'appelle Donner des ailes à la santé, LE2LES, cette association a publié un sondage inquiétant sur les violences sexistes et sexuelles dans le secteur. Et cette fois, on apprend notamment qu'au cours de leur carrière, plus de 80% des femmes dans le secteur de la santé se sont senties discriminées du fait de leur sexe, notamment parce qu'on leur a fait comprendre qu'il ne fallait pas forcément qu'elles aient des enfants pendant telle période de leur carrière ou des choses comme ça. Et l'internat ressort comme la période de parcours la plus difficile parce que 56%, donc plus de la moitié des femmes déclarent s'être senties discriminées uniquement pendant cette période de l'internat, donc pendant leurs études. Nicolas Béraud, ces dernières années, plusieurs médecins ont été condamnés dans des affaires de violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, on peut notamment citer l'exemple du docteur Saidi, ancien chef de service à l'hôpital de Lavore dans le Tarn, a été condamné en 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une infirmière et aussi pour harcèlement moral et sexuel contre d'autres soignants. On en vient à l'actualité la plus récente. Le jeudi 11 avril, l'hebdomadaire Paris Match publie une enquête sur les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. L'une des médecins qui prend la parole dans cet article s'appelle Karine Lacombe. Qui est-elle ? Alors Karine Lacombe, elle est chef du service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc c'est une infectiologue. Elle est très médiatisée pendant le Covid parce qu'elle a très vite pris la parole. Elle s'est engagée sur différents sujets, sur le Covid, comment mieux le comprendre, comment le combattre, comment est-ce qu'il se transmet, quelle est l'efficacité des vaccins, etc. Et d'ailleurs, cette notoriété et cette mise en lumière lui a valu beaucoup de critiques de la part des antivax, notamment sur les réseaux sociaux. La professeure Karine Lacombe dénonce le comportement d'un médecin urgentiste en particulier. Oui, un urgentiste qu'elle qualifie de prédateur sexuel. Alors elle parle de différentes choses, des comportements inappropriés, des blagues grivoises, voire salaces, des mains entre les cuisses, des touchages de seins, etc. Ce genre de choses. Mais jusque-là, elle ne donne pas le nom, même si on sent bien qu'elle cible vraiment, que ce soit dans ses interviews comme dans son livre, un médecin en particulier. Et dans cette enquête de Paris Match, finalement, elle dit de qui elle parlait. Oui, la consoeur de Paris Match a remonté un petit peu le fil et elle est persuadée qu'il s'agit de Patrick Pelloux, un urgentiste très médiatisé et très connu qui passe beaucoup à la télé. Et là, Karine Lacombe reconnaît sans aucun problème que c'est bien de Patrick Pelloux dont elle parlait. Un médecin très médiatique dans le collimateur de ceux qui dénoncent un MeToo à l'hôpital. Il s'agit de Patrick Pelloux. Karine Lacombe avait déjà parlé de lui dans l'un de ses livres notamment. Qu'est-ce qu'elle avait décrit ? Elle se rappelle notamment de scènes où elle et ses consoeurs à l'époque, jeunes chefs de clinique ou jeunes internes, se rendaient parfois avec appréhension à l'hôpital pour, je cite, supporter le regard concupiscent et les mains baladeuses d'un des médecins seniors à la réputation de Don Juan bien établi. Par ailleurs, dans une interview dans Ouest France, la professeure Karine Lacombe est interrogée à propos d'un de ses livres plus récents. Et là, elle dit « Il y a quelques mois, j'ai recroisé un urgentiste dont on sait qu'il est un prédateur sexuel. Il m'a lâché, de toute façon, avec MeToo, on ne peut plus rien faire. » Et là, Karine Lacombe ajoute « Cela veut tout dire. » Que répond Patrick Pelloux à Paris Match ? Alors, il se dit sur le cul, je cite, il répond à ma consoeur de Paris Match, mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Karine Lacombe ? Putain, je vais être obligé de lui coller un procès, je n'ai jamais agressé personne, jamais. Il dément avoir agressé quelconque ou avoir été harceleur sexuellement vis-à-vis de femmes dans le monde médical. En revanche, il reconnaît, je cite toujours, on était trop grivois comme on l'était alors, voilà, ce que nous disions et ce que nous faisions est infaisable aujourd'hui, c'est sûr, mais on rigolait bien. Et cette petite phrase de Patrick Pelloux, mais on rigolait bien, est très mal passée pour Karine Lacombe qui m'a dit oui, mais nous les femmes, on ne rigolait pas. Nicolas Béraud, dans la foulée de cette enquête, plusieurs soignantes témoignent de ce qu'elles ont vécu en publiant des messages sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un déferlement, énormément de messages d'anciennes internes, d'anciennes médecins ou de médecins toujours en activité qui racontent avoir subi pendant leurs études ou pendant leur stage ou même pendant leur activité professionnelle des épisodes de harcèlement sexuel, des blagues salaces, des blagues inappropriées, voire parfois des agressions sexuelles. Les témoignages sont assez nombreux.
ils sont assez variés. Et Karine Lacombe elle-même nous raconte qu'elle a été contactée par mail dans la foulée de son témoignage par beaucoup de femmes à qui elle essaye de répondre. Donc on sent bien qu'il y a peut-être la parole qui commence à se libérer au sein du monde médical. Parmi les nombreuses femmes soignantes à prendre la parole, il y en a une célèbre, c'est Marine L'Orphelin, ancienne Miss France. Son nom parle à pas mal de monde parce qu'elle est ancienne Miss France 2013, elle est originaire de Bourgogne. À l'époque de ce concours de beauté, elle était étudiante en médecine à l'époque et elle deviendra ensuite médecin généraliste à partir de 2022. Alors que dénonce Marine L'Orphelin ? Alors, elle raconte d'abord dans un post Instagram qu'elle a été victime de mains baladeuses. Et je me rappelle d'un stage particulièrement éprouvant, c'était un stage de chirurgie dans lequel j'étais une des seules femmes, j'étais très jeune et j'ai eu le droit à des dizaines et dizaines de blagues de cul, graveleuses, des questions sur mon intimité, des mains baladeuses et des comportements vraiment inappropriés. Elle avait déjà été élue Miss France à l'époque et surtout ce qu'elle dit c'est qu'elle regrette à l'époque de n'avoir rien pu dire, de n'avoir pas su quoi faire et d'avoir accepté quelque part malgré elle ces comportements inappropriés et abusifs. Mais j'étais jeune et c'est vrai qu'on disait qu'il fallait accepter ces comportements habituels, normaux, attribués à des anciens médecins de l'ancienne génération et surtout il ne faut pas faire de vagues à l'hôpital si tu veux qu'on valide ton stage. Et du coup elle appelle les jeunes femmes qui aujourd'hui subiraient le même genre de choses à ne pas hésiter à témoigner et à en parler pour que les choses évoluent. Tous ensemble c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger les choses. Le lendemain de la publication de l'enquête de Paris Match, le vendredi 12 avril, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, s'exprime sur le sujet. Alors, Frédéric Valletoux, donc, a été nommé à peine 3 mois plus tôt. Il affirme qu'aucun écart ne doit être toléré à ce sujet. Je cite, il promet une réponse globale et ferme, avec différentes propositions pour lutter contre les abus sexuels et sexistes dans le monde médical. Et il annonce également qu'il va convoquer, dans les jours qui suivent, les différents acteurs et associations pour échanger justement à ce sujet et s'accorder sur des propositions. Nicolas Béraud, en tant que spécialiste santé au Parisien, vous travaillez bien sûr sur ce qu'on appelle désormais le MeToo à l'hôpital. Parmi les témoignages que vous rassemblez, il y a celui d'Axel, 51 ans, une médecin généraliste. Quelle est son histoire en résumé ? Elle, comme énormément d'anciens étudiants en médecine, elle est passée pendant ses stages à l'hôpital et notamment au bloc opératoire. Et elle raconte notamment une scène où un jour un chirurgien lui demande, je cite, « Dis donc Axel, tu suces toi ?» Et là elle lui répond « Non, je ne suce pas, je mords ». Et là elle raconte que ça a fait un silence dans le blog, que personne n'a osé répondre et elle reconnaît qu'elle a eu cette chance d'avoir une forte répartie, ce que sans doute beaucoup d'autres femmes n'auraient pas eu dans ce genre de situation. Et elle explique que beaucoup de femmes subissent une sorte de pression avec ce type de réflexion ? En fait, ce qu'elle explique, c'est que quand on débute au bloc, qui est un endroit à la fois très cloisonné, très hiérarchisé, où souvent le chirurgien a une grosse ascendance sur les internes et les infirmières qui travaillent avec lui, et quand en plus on débute, elle explique qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, qu'on doit faire très attention à ce qu'on fait, que c'est très sensible, qu'il y a un patient qui est anesthésié dont on s'occupe, et en gros, elle explique que ça met une pression incroyable et que ça peut, je cite, inciter à ne pas faire de vagues et donc à se taire. Vous décidez d'angler votre enquête sur le MeToo au bloc opératoire, enquête publiée le dimanche 5 mai. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après avoir d'abord travaillé donc, à la suite des propos de Karine Lacombe sur MeToo dans le monde médical de façon plus générale, que beaucoup des témoignages de personnes qui me contactaient ou que je trouvais par des contacts communs avaient souvent des anecdotes et des choses à raconter au bloc. Et il y avait aussi des médecins qui me disaient d'elles-mêmes pourquoi le bloc opératoire, l'univers du bloc, donc à la fois la salle d'opération et les lieux attenants, leur semblait un endroit particulièrement propice à ce genre d'abus pour différentes raisons, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Alors justement, quelles sont les différentes raisons ? Pourquoi le bloc opératoire, donc où on fait les opérations chirurgicales, est propice aux abus ? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà pendant très longtemps, surtout à une époque, et encore aujourd'hui, mais surtout à une époque, c'était un lieu où les chirurgiens étaient très souvent des hommes, tandis que les infirmières, les internes étaient très souvent des femmes. Du coup, il pouvait y avoir ce rapport de domination des hommes vis-à-vis des femmes. Ensuite, c'est un endroit qui est très cloisonné, avec à une époque très souvent des vestiaires qui étaient mixtes. Donc on arrive, on se change, à la fois les hommes et les femmes au même endroit, et ça peut entraîner simplement des simples remarques graveleuses, voire salaces. Donc il y a ce côté très cloisonné, ce côté très hiérarchisé qui peut entraîner peut-être davantage qu'ailleurs ce type d'abus. Dans votre
votre article, vous faites parler une médecin anesthésiste âgée de 52 ans, Hélène Poirier. Racontez-nous ce qu'elle a vécu. Alors elle raconte qu'elle ne compte plus, je cite, le nombre de fois où on lui a touché les seins dans l'espace du bloc opératoire. Elle raconte que c'était très désagréable pour elle d'arriver le matin et de se changer, d'enfiler la blouse de bloc avec des collègues hommes juste à côté qui, je cite, mataient les filles. Et elle raconte aussi, elle a cette phrase assez forte, je cite, « Les chirurgiens voyaient arriver les externes comme une livraison de chair fraîche ». Donc aujourd'hui, c'est une médecin qui a quitté l'univers du bloc opératoire, mais très clairement, c'était il y a déjà plusieurs années et ça l'a beaucoup marqué. Nicolas Béraud, dans cet article, vous vous appuyez aussi sur le témoignage d'une infirmière, Sarah Tran. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Sarah Tran, elle a 27 ans, d'origine vietnamienne et chinoise par ses parents. Elle a passé son enfance au Gabon, en Afrique, avant de venir en France faire ses études d'infirmière. Elle a commencé à travailler à Paris, à l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle a vécu ? Alors elle raconte avoir vécu différentes scènes qui peuvent s'apparenter soit à du harcèlement sexuel, soit même à une agression sexuelle. Et notamment, elle accuse un ancien anesthésiste de l'établissement où elle travaillait de lui avoir mis à 2 reprises une main aux fesses en lui disant pour la deuxième, je cite, « Tiens, c'est pour la route ». Comment est-ce qu'elle a vécu ça ensuite dans les mois qui ont suivi ? Alors ça a été très dur pour elle. D'ailleurs, quand on la rencontre à Paris dans un café, on voit qu'elle est extrêmement marquée toujours. Elle a passé plusieurs mois en arrêt maladie. Elle avait aussi des fragilités par ailleurs, donc ça a pu réveiller chez elle des traumatismes plus anciens. Et donc, elle a fini par quitter la PHP suite à tous ces problèmes. Elle a fini par poser sa démission qui a été acceptée. Et maintenant, elle travaille en tant qu'intérimaire dans d'autres établissements, notamment privés. Concrètement, elle avait signalé ce qui s'est passé ? Il y a eu une réaction ? Oui, elle dit qu'elle a signalé ce qui s'est passé à la fois à des collègues, mais aussi à sa hiérarchie de service. Mais par contre, elle assure qu'il n'y a pas eu de réponse satisfaisante à ses yeux. Elle n'a pas été protégée comme elle aurait dû l'être selon elle. Dans votre article, vous rappelez qu'une cellule de signalement de comportements abusifs avait pourtant été mise en place en 2021 par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Oui, mais Sarah Tran, comme d'autres soignants d'ailleurs, dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler à l'époque. On était en juillet 2022 et cette cellule, aujourd'hui, en 2 ans et demi, elle a recueilli, entre guillemets, seulement 279 signalements, dont 5% concernent des faits de nature sexiste et sexuelle. Sarah Tran a choisi de porter plainte. Oui, alors ce qui est un peu particulier avec Sarah Tran, c'est que contrairement à d'autres femmes, elle ne voulait pas témoigner jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle m'a contacté après avoir lu l'article dans lequel Karine Lacombe s'exprimait, mais par contre, elle avait porté plainte en décembre 2023. Elle n'a pas encore été convoquée par la police, mais ça ne saurait tarder d'après son avocate. Très clairement, ce qu'elle veut à travers cette procédure, c'est ne plus se taire et surtout inciter aussi les femmes qui pourraient être victimes de tels abus dans le monde médical à ne pas se taire et à tout de suite à la fois en parler, médiatiser ça si elles le souhaitent et porter plainte si elles le souhaitent également. Nicolas Béraud, on évoquait au début de cet épisode de Code Source les fresques des salles de garde à connotation sexuelle. Elles ont été officiellement interdites en janvier 2023 et pourtant, aujourd'hui, elles sont encore nombreuses dans les hôpitaux en France. Elles ont bien été interdites dans l'instruction de janvier 2023, mais il n'y avait pas de deadline à l'époque, d'échéance qui avait été mise par le gouvernement. Donc il n'était pas demandé, par exemple, aux directions de faire retirer les fresques avant le 31 décembre 2023, par exemple. Donc ça peut expliquer pourquoi parfois ça prend du temps. Et puis je rappelle que si les établissements et les représentants des internes n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le directeur général de l'agence régionale de santé qui peut prendre la décision d'effacer les fresques, mais ça peut prendre du temps. Et c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de médecins et de représentants des internes qui défendent ces fresques, qui défendent ces peintures au nom d'une tradition carabine très ancienne. Est-ce que les choses évoluent à l'hôpital actuellement ? Oui, les choses évoluent. Déjà, dans les comportements, il y a de plus en plus de femmes qui en parlent. Il y a aussi de plus en plus de prévention qui est faite au niveau des établissements. Les médecins, les jeunes médecins notamment, sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces thématiques. Et tout cela s'inscrit dans une tendance plus globale de la société, avec une meilleure sensibilisation autour des violences sexistes et sexuelles. Merci à Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Nous vous proposons 2 autres podcasts, disponibles eux aussi sur toutes les plateformes. Le Sacre, chaque mercredi jusqu'à Paris 2024. Les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours. codesource@leparisien.fr.